10 heures à Paris et c'est Parlons-en qui continue sur France 24. Voici les grands titres de l'actualité. Regain de tension au Moyen-Orient. Cette nuit, les États-Unis ont répondu par des frappes à la destruction d'un hélicoptère américain près du détroit d'Ormuz. La réplique iranienne n'a pas tardé. Ce matin, l'Iran a bombardé des bases américaines en Jordanie, au Bahreïn et au Koweït. L'embrasement en Irlande, plusieurs incendies se sont déclarés dans différents quartiers de Belfast, notamment après des manifestations anti-immigration, des rassemblements à l'appel de l'extrême droite, après une attaque au couteau imputée à un immigré soudanais. Journée très spéciale pour un chantier de presque un siècle et demi. Le pape Léon XIV va bénir la tour Jésus-Christ, la plus haute tour de la Sagrada Familia. Une étape importante pour le célèbre édifice de Barcelone. Mais ce n'est pas la fin du chantier de la désormais plus haute église du monde. La Sagrada Familia, l'œuvre d'une vie, un monument spectaculaire toujours en chantier, est né de l'imagination de Antoni Gaudi. Justement, parlons-en sur France 24 avec nos invités. Marc Jampolsky, réalisateur du documentaire Sagrada Familia, le rêve achevé. L'artiste Béatrice Bizot, sculptrice, qui a sculpté l'une des sculptures de la Sagrada Familia. Elle a réalisé la statue de Saint-Roch. Et puis Maud Petit-Jovet est avec nous en direct depuis Barcelone. C'est donc le jour J à Barcelone. C'est aujourd'hui que le pape Léon XIV doit inaugurer et bénir la tour de Jésus-Christ, la plus haute tour de la Sagrada Familia. La cathédrale imaginée par Antoni Gaudi n'est pas finie, loin de là. Mais la fin des travaux de cette tour emblématique marque une étape importante pour un chantier qui dure depuis plus de 140 ans. On va en parler bien entendu avec nos invités. Mais tout de suite, direction Barcelone pour retrouver Maud Petit-Jovet. Maud, racontez-nous, c'est vraiment l'emblème de Barcelone que le pape Léon XIV va aujourd'hui bénir et inaugurer. Oui, c'est le monument le plus visité d'Espagne, 16 000 visiteurs par jour en moyenne. C'est l'église la plus visitée en Europe, juste derrière la basilique Saint-Pierre du Vatican. Et en février, avec l'installation de la croix sur la tour du Christ, l'église est devenue la plus haute du monde, 172,5 mètres de hauteur. Le chantier est le plus long c'est le chantier le plus long de l'histoire moderne qui a commencé en 1883 et c'est l'architecte Gaudi qui en est à l'origine. Une messe va être célébrée ce soir pour célébrer le centenaire de sa mort. Elle va commencer à 19h30 avec des musiciens et des chorales catalanes. Puis le pape sortira sur le parvis de la Sagrada pour la bénédiction et l'inauguration de cette tour du Christ. Puis clou du spectacle avec un spectacle technologique de lumière avec des illuminations, l'illumination de la tour du Christ et de Barcelone comme dernier hommage à cette vision de Gaudi. Alors Maud, le pape va inaugurer l'emblème de Barcelone, on l'a dit, un chantier qui est loin d'être terminé, hein. Il va encore durer une dizaine d'années et a priori, apparemment, il fait l'objet d'une polémique, ce chantier. Oui, c'est ça, il reste la façade de la gloire, ce serait l'entrée principale de la Sagrada. Et l'élément le plus controversé, eh bien, c'est l'escalier qui devrait être installé à cet endroit, qui devrait donner sur une place qui permettrait d'admirer l'église. Problème, c'est qu'actuellement, il y a 2 blocs d'habitation à cet endroit, 1000 logements qui sont installés depuis 1860. Alors, les riverains concernés s'y opposent depuis des décennies. Selon eux, Gaudi n'a jamais réellement conçu cet escalier et cette place. Le conflit ressurgit régulièrement et si l'escalier est construit, eh bien, les immeubles devront être démolis et les habitants expropriés. Dans ces dernières semaines, les négociations entre la mairie et les associations de résidents se seraient améliorées. Les négociations sont pour le moment bilatérales entre la mairie et la Sagrada et la mairie et les associations de résidents. Les associations de résidents affirment qu'on devrait avoir plus d'informations d'ici septembre. En tout cas, le dossier devrait être clos avant 2027 et les élections générales en Espagne.
Merci beaucoup Maude Petit-Jovet, correspondante de France 24 en Espagne. Marc Jampolski, bonjour. Merci Bonjour. d'être avec nous. Nous sommes également en liaison avec Béatrice Bizot, sculptrice qui a notamment sculpté la statue de Saint-Roch. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous, monsieur Jampolski, vous êtes l'auteur d'un documentaire d'1h30 passionnant que j'ai regardé hier sans lever les yeux sur la saga de la Sagrada Familia, chantier entamé en 1883. Aujourd'hui, on va inaugurer la tour Jésus, l'une des 3 tours principales. Qu'est-ce qui la rend si spéciale? Le fait qu'elle soit tout bonnement terminée? Oui, qu'elle soit terminée, qu'elle soit l'une des 18 tours quand même de la Sagrada. C'est vraiment un jaillissement, la Sagrada, c'est pas juste une tour. Et puis c'est une tour très très haute aussi. C'est quand même une tour qui fait 175 mètres de haut, donc qui dépasse la plupart des églises qui existent sur Terre. C'est la plus haute église du monde. C'est la plus haute, on dit que c'est la plus haute. Alors la hauteur est liée à une volonté de Gaudi de ne pas dépasser un certain mont qui se trouve à côté de Barcelone. Il voulait respecter, si vous voulez, la création de Dieu, comme il dit, et donc ne pas être plus haut que ce mont qui est à côté. Mais bon, voilà, c'est quand même la tour la plus haute, et c'est ça qui fait aussi son exception. Et puis cette croix très particulière, qui est la croix que Gaudi a décidé lui-même, qui va venir couronner cette tour. Alors, on parle donc de l'église la plus haute du monde, mais est-ce que la Sagrada Familia, qui est aujourd'hui devenue l'emblème presque de Barcelone, est-ce que ça reste aujourd'hui un édifice religieux, réellement et uniquement religieux? Bon, c'est une question qu'on pourrait poser à tous les touristes qui visitent également Notre-Dame ou toutes les cathédrales du monde. À la base, oui, c'est un édifice religieux, c'est même un édifice expiatoire, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que pour Gaudi, qui l'a imaginé comme ça, il s'agit de racheter, comme il disait, les péchés de la Barcelone, de la nouvelle Barcelone. Et pour cette raison-là, l'édifice n'est financé que par des dons de fidèles ou de gens qui ont envie de donner dans cette histoire-là, et non pas par la ville ou par l'État. Donc il faut que ça reste quelque chose qui appartient effectivement aux gens et qui exprime quelque chose un peu comme un ex-voto ou quelque chose comme ça, qui exprime en tout cas la volonté de ces gens de financer l'événement et puis de donner une valeur symbolique effectivement très religieuse. Gaudi était très religieux. Effectivement, oui. Mais je dirais c'est à la fois religieux et à la fois catalan. C'est-à-dire qu'il y a le nationalisme catalan qui se mêle très intimement à cette idée de religion autour de la Sagrada. On va retrouver Béatrice Bizot qui est artiste, sculptrice. Je vois juste derrière vous une réplique de la sculpture que vous avez réalisée pour la Sagrada Familia, celle de Saint-Roch et de son chien. Comment on fait pour être sélectionné? Comment on fait pour être sélectionné pour sculpter, pour réaliser une œuvre qui va rester dans ce monument qu'est la Sagrada Familia? Eh bien, c'est un peu, il y a une petite part de mystère parce qu'on ne sait jamais comment notre nom est arrivé sur le bureau des architectes de la Sagrada Familia. Mais bon, moi, je soc catalane. Je suis un peu catalane parce que ça fait 22 ans que je vis ici. Et puis, j'ai fait pas mal de monuments, de sculptures un peu monumentales ici, en hommage aux victimes de la guerre civile ou à divers endroits. Et du coup, on m'a proposé de participer à ce concours. Et ça a été donc toute une étape, tout un processus donc de sélection de leur part pour arriver finalement à sélectionner 3 sculptrices pour faire les œuvres qui vont être mises sur la chapelle de l'Assomption qui se trouve à l'arrière de la Sagrada. Voilà, donc là, vous voyez les images de Saint-Roch. C'est une sculpture que j'ai réalisée dans des installations qui m'ont été facilitées par la Sagrada Familia, les ateliers Barbagne, qui sont... c'est génial parce qu'il y a énormément de technologie, en fait, et ça, je pense que certainement
dans le reportage de Arte, on le voit aussi, toute cette technologie qui accompagne la construction de la Sagrada Familia. Donc ici aussi, à la fois on garde les mains et on garde l'artisanat et il y a encore tout ça, mais c'est aussi soutenu par des installations, des robots, la technologie 3D, non pas impression 3D, mais disons que on digitalise l'œuvre, on travaille dessus à tout point de vue. Et donc moi, j'ai appris énormément. J'allais dire, j'ai été en contact avec les meilleurs techniques et des super artisans, euh, qui travaillent la pierre aussi, donc des tailleurs de pierre. Et voilà. Donc là, vous me voyez en train de peaufiner un peu le visage. Et donc voilà, on voit Saint-Roch qui a encore des étais, parce qu'évidemment, on l'a transporté depuis ses installations jusqu'à la Sagrada Familia. Là maintenant, elle est là, mais elle n'est pas encore visible du public. Elle sera visible du public. Ce sera un soubresaut de la construction lorsque la chapelle de l'Assomption sera finie, probablement d'ici l'année prochaine. Alors, Mais ça devait... Voilà, je suis bavard. On parle depuis tout à l'heure du documentaire de Marc Jampolsky. Je vous propose d'en découvrir un petit extrait pour avoir une idée de l'ambiance découverte par ce réalisateur qui est avec nous sur le plateau lors de ce travail de recherche et d'enquête. Il faut se rendre à quelques 50 km au nord de Barcelone. Le monastère de Montserrat est l'un des lieux spirituels et culturels majeurs de la Catalogne. En 1876, Francesc del Villar, le premier architecte de la Sagrada Familia, est chargé d'ajouter une abside à l'église. Les plans du projet ont été retrouvés par hasard, il y a quelques années, par l'archiviste du monastère, Josep Galobar. Et il raconte une part méconnue de l'histoire. Les plans sont signés par Francesc de Paula Villar Lozano, mais nous savons que c'est Antoni Gaudí qui les avait dessinés. Parce que nous avons le manuscrit de Reus, son journal personnel, où on trouve le décompte des heures qu'il a passées à dessiner les plans de Montserrat pour le comte de Villar Lozano. Ce carnet manuscrit est l'un des très rares documents contenant des écrits de la main même de Gaudí. Il révèle en réalité bien davantage qu'un simple emploi du temps. Ce qui est le plus intéressant pour la compréhension de ces plans, ce sont les notes qui concernent directement sa relation avec Villar. Le 30, il écrit « Je dois parler avec Villar pour remplir le vide que ses paroles laissent. Cela le rend peu communicatif avec moi. » Et le lendemain, le 31 décembre, j'ai rendu visite au dit monsieur et il semble qu'il n'a aucune idée précise. Je dois lui donner le nécessaire pour la construction de la partie inférieure des 3 absides. Si je voulais qu'on voit cet extrait, Marc Jampolsky, c'est parce qu'on a vraiment là la conscience que Gaudí, en fait, pour la Sagrada Familia, c'est un deuxième choix. C'est pas lui qui était au départ du projet. Oui, alors le premier choix, il n'a pas fait non plus très long feu, comme on dit. Il a juste eu le temps de faire une crypte, effectivement, et puis il a été remercié, on va dire ça poliment. Et il se trouve que Gaudí a travaillé avec ce premier choix, Francesc del Villar, et donc a été assez vite imaginé comme étant un successeur possible. Après, je pense que les gens qui l'ont choisi à l'époque n'imaginaient pas du tout ce qui allait se passer. C'est-à-dire que même si le premier était un peu trop conforme, disons, pas assez inventif, là, Gaudí, il a explosé toutes les normes avec sa Sagrada Familia. Et d'ailleurs, les premières images qui ont été publiées à l'époque dans le journal qui suivait cette construction ont complètement sidéré les gens de Barcelone.
on a vu le premier dessin officiellement fait par Gaudi qui disait voilà ce que je vais faire, ça a été le choc. Pourtant, Gaudi avait déjà imprégné Barcelone de son empreinte. Enfin, oui. il avait déjà construit quelques bâtiments. Alors en fait, quand il a commencé la Sagrada, il n'avait pas énormément construit de bâtiments. Il avait fait une maison qui s'appelle la Casa Vicens, surtout. En fait, quelque chose également avant, mais de manière un peu originale, il y avait cette Casa Vicens qui est effectivement déjà manifeste de Gaudi. Mais la Sagrada Familia dépasse de beaucoup tout ça. C'est-à-dire qu'elle a réinventer une manière de voir l'architecture, à la fois en termes de forme. Il y a un intervenant dans le film qui dit un truc que j'aime bien, il dit Gaudi est quelqu'un qui va à la limite à la fois des technologies, mais aussi du bon goût. Et cette limite, il l'a transcendée à travers la Sagrada Familia et il lui a donné quelque chose qui n'avait jamais été imaginé même avant. Donc c'est ça qui fait que tout d'un coup, on passe à un autre niveau d'invention et de surprise aussi pour les gens qui voient tout d'un coup émerger cette construction au milieu de Barcelone. Alors, Béatrice Bizot, vous dites, vous, que vous êtes catalane, de cœur en tout cas. Est-ce qu'on peut échapper à Gaudi quand on se promène à Barcelone, quand on se promène en Catalogne ? En fait, Gaudi et le style de Gaudi, en fait, est partout. Et partout, le modernisme dans les campagnes ici, entre Barcelone et Tarragone, où je vis, il y a des chais, il y a beaucoup de vin, donc des constructions modernistes. En fait, et puis Gaudi, moi j'habite à côté de Reus, donc Reus se réclame absolument le fait que Gaudi serait né là. Donc en fait, tout le monde, j'allais dire, se l'arrache d'une certaine façon. Et oui, il est présent partout. C'est vraiment le génie de la Catalogne. Je voulais rebondir sur les images de tout à l'heure, là, j'espère que Jean Bosqui serait d'accord avec moi, que je trouve ça émouvant de voir ces images de Montserrat, qui est cette montagne un peu surréaliste à côté de Barcelone, et les formes de Montserrat, je trouve, rappellent les formes de la Sagrada Familia, ces espèces de monticules comme ça qui s'élèvent dans le ciel. Alors, justement, dans ce documentaire, on se rend compte que... Je trouve que on reconnaît comme ça ces espèces de tours. Oui, on se rend compte que la nature a beaucoup inspiré Gaudi. On voit le parallèle qui est fait entre certains des bâtiments qu'il a édifiés à Barcelone et des montagnes qui sont carrément le calque de certains de ces mêmes bâtiments. C'était à ce point-là important pour l'architecte ? Je pense que c'est fondamental. Ça fait partie de son inspiration directe. À partir de là, il a inventé beaucoup de choses, mais il a quand même pris à la base des monts de Montserrat, qui sont cette montagne qui existe effectivement un peu à côté de Barcelone, toute la forme de la Sagrada. Il s'en est inspiré directement. Les fleurs qui ornent, par exemple, la première maison qu'il a fait à Barcelone, qui est la Casa Vicens, sont celles qu'il a vues en arrivant sur le terrain au moment où il a commencé les plans. Et puis surtout, j'allais dire presque essentiellement, la structure même d'une cathédrale comme celle de la Sagrada Familia est basée sur la manière dont les arbres font eux-mêmes, si vous voulez, œuvre de soutien au ciel, évidemment, mais pour la Sagrada, c'est un petit peu la même chose, le même genre de forme qui se déploie. Donc il a vraiment repris dans la nature des éléments épars, il les a réintégrés, réinterprétés, et c'est vraiment, oui, c'est une base fondamentale de son inspiration. Alors, la Sagrada... pas que lui, je dirais, c'est l'art nouveau qui lui-même s'inspire beaucoup de toutes ces formes. Alors, on a l'impression que quand on met le doigt dans le dossier Sagrada Familia, on est happé par ce projet. C'est le projet d'une vie, celle de Gaudi. C'était aussi celle de 20 ans de vie de Mauricio Cortés Sierra. C'est l'architecte qui a construit la tour Jésus-Christ, celle qui sera inaugurée aujourd'hui. Et vous allez le voir, on va l'entendre. Il nous explique comment ce sommet a été pensé dans le respect du projet d'origine imaginé il y a 140 ans. On écoute Mauricio Cortés Sierra.
Avec ses 172,5 mètres, la tour de Jésus-Christ vient couronner l'ensemble du temple et en fait l'église la plus haute du monde, dépassant la cathédrale d'Ulm en Allemagne. Cette hauteur n'a pas été choisie au hasard. Gaudí tenait à ne pas dépasser l'œuvre de la nature. Sa référence était la montagne de Montjuïc. La tour reste donc en dessous des 180 mètres, à 172,5 précisément, un chiffre directement lié à cette contrainte. Rester fidèle à la vision de Gaudí est un défi majeur. Heureusement, de nombreuses sources originales ont été conservées. Des maquettes en plâtre, en stuc, des croix qui reprennent la silhouette caractéristique de ces bâtiments, toujours surmontées d'une croix tridimensionnelle. Voilà, Mauricio Cortés Sierra, vous comprenez l'espèce de fascination que peut créer ce monument. Quand on entend parler les architectes qui ont travaillé autour, on a vraiment l'impression qu'ils y ont mis toute leur tripe. Ah, je pense que c'est indispensable. On ne peut pas rentrer dans une histoire comme ça si on n'a pas la foi. Il y a un autre personnage que vous connaissez sûrement, qui est un sculpteur japonais, qui s'appelle Ettore Soto, qui a fait toute une partie également des sculptures et de la porte de la façade, Sagrada, la façade principale. Pareil, il est arrivé, il était tout jeune, il a commencé à bosser là-bas, il s'est converti au catholicisme pour être encore plus proche de Gaudí, et je l'ai interviewé, il a passé beaucoup de temps à essayer de se rapprocher de la manière dont Gaudí travaillait, et je pense qu'il n'y a pas d'autre manière de le faire. Il y a quelque chose d'important qu'il faut comprendre, c'est que la Sagrada est un dessin à la base. Gaudí a fait une façade, des maquettes, et puis le reste, il fallait soit, j'allais dire, le comprendre, un peu l'inventer, rester dans l'histoire de Gaudí, tout en avançant dans la réalisation de la Sagrada. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est complexe. C'est une œuvre collective. On peut l'imaginer comme ça. Et Gaudí dit à un moment, en fait, par ses écrits ou par les écrits de ses proches, qu'il sait très bien qu'il n'aura pas le temps de finir. Et donc, il fait confiance à la suite en disant, voilà, ça raconte aussi l'histoire du temps. Ça raconte cette évolution, et cette évolution des techniques, évidemment, qui fait que peut-être qu'un jour, mon projet arrivera à ses fins, et c'est le cas aujourd'hui. Béatrice Bizot, comment fait-on quand on est artiste pour se fondre dans une sorte de projet collectif comme ça, qui, quelque part, est assez éloigné de votre propre style? En fait, il faut justement, j'allais dire, approcher le défi avec à la fois confiance en soi confiance en soi, mais aussi une grande humilité et beaucoup de travail pour comprendre en fait ce qu'on peut faire, et puis essayer de s'intégrer. Là, on voit la façade de la Naissance qui est très figurative, qui est celle qu'a connue Gaudí. Donc, c'est lui qui a vraiment contribué à cette façade personnellement. Et puis ensuite, de l'autre côté, il y a une autre façade qui est beaucoup plus, non pas abstraite, elle est elle-même figurative, mais qui est plus carrée, qui correspond à un autre style. Et donc, en fait, on nous a laissé libres, c'est assez formidable de nous exprimer, en fait, au fur et à mesure des différentes étapes de travail, de faire un mémoire, de donner des justifications, expliquer pourquoi et comment on allait faire ce qu'on allait faire. Et puis, j'ai travaillé en fait sans vraiment savoir ce qu'allaient faire les autres artistes de la chapelle, mais je demandais souvent, mais j'espère que ça marche avec elle, ça marche avec les autres sculptures. Et donc, je crois qu'ils nous ont choisis pour une sorte d'unité de style et de cohérence et d'harmonie, ce qui vraiment, après, maintenant que je sais à quoi ressemblent les autres, je vois que ça marche, je vois que ça fonctionne. Et pourtant, Béatrice Bizot, pardon, mais quand je regarde les œuvres qui sont derrière vous, donc vos œuvres à vous, sont des œuvres très dépouillées, très symboliques. Oui.
brute, alors que c'est vrai que la Sagrada, elle foisonne, elle est beaucoup plus peut-être organique. Vous êtes fait violence pour vous adapter à ce style-là? Pas du tout. Pas du tout. En fait, non, non, vous voyez, il est là à côté de moi, la maquette de Saint-Roch. Bah, déjà, il faut réaliser un saint. Il y a une, on peut pas tout d'un coup partir dans un délire personnel. Voilà, donc il faut vraiment, je crois, de ce côté-là, sortir d'un ego personnel et puis se jeter à corps perdu dans la réalisation euh, de l'œuvre, en fait, je sais plus où j'ai vu ou entendu que la Sagrada était comme une Bible vivante, comme une explication. Une Bible Donc de évidemment, pierre. là, une Bible de pierre, voilà. Et donc, cela s'insère dans cette Bible de pierre où Saint-Roch doit avoir ses attributs, le chien, la miche de pain dans la gueule, qu'il offre à Saint-Roch. Après, il y a une liberté dans le style. Donc, moi, j'ai essayé d'être tout de même assez figurative et tout en étant dans la résolution, par exemple, de l'habit un peu plus minimaliste, donc avec une texture assez marquée de la toile. Je ne sais pas si on verra tous ces détails, mais tout est pensé. Et donc même la position de la main, tout est très très pensé. La tendresse de la main pour le chien, son regard n'est pas porté vers le chien, mais sa main exprime tout ça à travers le geste. Et puis la main tendue du saint, la main gauche, qui a laissé son bâton. Normalement, Saint-Roch tient un bâton, mais le bâton, on l'a posé sur le mur et on l'a libéré sa main justement pour la tendre vers les hommes, vers les gens. Alors justement, Et, vous voilà. avez réalisé une statue dont le regard est tourné vers les gens, alors que on le voit en plus Oui. derrière vous, hein, avec vos œuvres originelles. En général, vous faites des œuvres avec des yeux fermés. J'aime Oui. bien le contraste que ça donne. Ça vous a forcé à vous sortir de votre zone de confort? Alors, bon, c'est pas une obligation les yeux fermés, mais c'est vrai, c'est marrant que vous disiez ça. Le regard, justement, était presque la chose la plus importante de la sculpture pour moi, parce que justement, comme il est très proche du sol, je voulais qu'on puisse, l'expression anglaise, the eye contact, non, d'avoir un lien, qui est quelque chose qui se passe avec Saint-Roch et les gens. Et alors, la réalisation de l'œil, ça a été tout un show, on va dire, parce que justement, le jour où j'ai travaillé donc à quatre mains avec un tailleur de pierre qui avançait aussi sur certains aspects de l'habit, etc. Et donc, au moment de faire les yeux, mais on a fait je ne sais combien de maquettes pour trouver le regard, le meilleur regard, le regard le plus bon, le plus bienveillant, et puis un regard réel, quoi, pas quelque chose de vide, parce que souvent, parfois, dans les sculptures, ça peut être un peu blanc, quoi, un peu. Donc là, vraiment, il est vivant et il regarde les gens. Donc ça, quand vous irez vous promener du côté de la Sagrada Familia dans quelques mois, quand elle sera, je ne sais pas exactement quand, je vous invite à dialoguer avec lui par le regard. On ira, rendez-vous est pris. Marc Jampolsky, on a évoqué justement la Sagrada Familia comme une Bible en pierre. Est-ce que c'est ça qui était à la naissance du projet de Gaudi, c'est-à-dire faire de son monument l'expression peut-être la plus expressive de sa religion? Oui, je pense que ça fait partie également des gros moteurs, je dirais, de son histoire. Mais le côté religieux est un petit peu, quelquefois, je dirais, envahissant, je trouve, dans cette affaire-là. Il est là, il est indispensable pour comprendre ce que c'est que la Sagrada, pour la lire également, puisqu'il y a des façades qui racontent la vie du Christ, qui sont donc très très liées évidemment à une religion, mais il a aussi développé quelque chose qui n'existait nulle part ailleurs, qui est une forme architecturale. Moi, c'est ce qui m'a le plus passionné dans cette histoire, c'est d'imaginer que Gaudi, au début du XXe siècle,
imagine un monument qui va être réalisé, donc effectivement, quelques 150 ans plus tard, avec des épreuves, des tests technologiques qu'on a du mal aujourd'hui à comprendre. C'est-à-dire, on se dit même, mais comment a-t-il pu imaginer quelque chose sans avoir, et peut-être qu'il l'avait, les solutions pour les construire. Dans le film, par exemple, on rencontre un architecte qui s'appelle Mark Burry, qui est un architecte australien, qui a été chargé par la Sagrada dans les années 80, d'essayer d'analyser les formes que Gaudi avait réalisées dans ses maquettes. C'est-à-dire qu'on n'était même pas capable à l'époque de dire, mais comment on peut faire cette forme-là? En plus, c'est des formes très complexes, c'est de la géométrie réglée, très spécifique. Et donc, il a été obligé d'utiliser à l'époque des logiciels liés à la marine ou à l'aéronautique, à l'aviation, pour comprendre, on va dire, ces formes-là et permettre ensuite de les rendre utilisables dans le cadre de la Sagrada. Donc, il y a quelque chose de performant au niveau technique aussi qui est très impressionnant. On se demande, et là je me tourne vers vous, Béatrice Bizot, parce que vous travaillez la matière brute, on se demande ce que Gaudi aurait fait s'il avait eu accès à la technologie d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la Sagrada aurait la même allure? Je pense qu'il aurait utilisé la technologie d'aujourd'hui, et d'une certaine façon, il l'utilise, puisque à la suite de lui, les architectes n'ont pas hésité justement à utiliser tout ça. Je voyais les images là qui passaient tout à l'heure de la croix qui était mise, et puis tous ces gens qui sont en train de serrer des boulons. On a l'impression d'être en Formule 1. C'est-à-dire que, et moi, je l'ai vraiment vu, en fait, du point de vue de la sculpture. La réalisation, en fait, elle passe par l'ordinateur. On fait certaines, par exemple, je peux vous montrer un truc rigolo qui est le pied de Saint-Roch, non, la maquette du pied. Évidemment, dans les maquettes, j'ai fait certains éléments en taille réelle, et puis certains éléments en taille un peu inférieure. Et en fait, donc tous ces éléments de taille réelle qui avaient beaucoup plus de détails, on les a scannés, on les a fondus en fait dans l'ordinateur avec l'architecte Chisco Labresse, pour en faire un personnage recomposé avec le visage, les traits, et ensuite même l'orientation, parce qu'une fois qu'on a la sculpture virtuelle, on peut la poser dans l'édifice et même incliner un tout petit peu le visage si on se rend compte que on veut qu'il regarde à tel endroit sur la rue. Et une fois que tout est maîtrisé, on va dire, là, on peut s'attaquer à la réalisation de la sculpture pour qu'elle soit exactement fondue avec l'édifice, compatible, disons, avec l'édifice. Et puis alors là, bon, c'est tout une autre étape de travail avec le bloc, un gros bloc immense qui arrive, et puis il faut donc commencer à dégrossir cette pièce, et là, c'est des robots qui prennent la main au départ pour faire gagner du temps, quoi, parce que d'un bloc carré, on gagne du temps si on enlève certaines formes du visage qui sont pas, ou du corps qui sont en excédent. Et puis après, alors là, il y a toujours la main, l'œil de l'artiste, et puis des tailleurs de pierre qui vient se mettre en jeu pour que ça soit fin, pour que la magie se fasse, en fait. D'accord. Marc Jampolsky, si j'aborde la problématique des moyens, des outils utilisés pour construire pour imaginer en tout cas la Sagrada Familia, c'est parce que vous vous intéressez pendant une longue séquence à l'atelier. L'atelier de Gaudi, qui n'est pas vraiment un cabinet d'architecte. On a plutôt l'impression que c'est la grotte d'un géotrouve-tout. Oui. Qui a été détruit, qu'il a fallu reconstruire justement pour pouvoir reconstituer les éléments qui permettaient d'entrer dans la tête de Gaudi. C'est un lieu assez particulier quand même. C'est un lieu particulier, effectivement, et qui a posé un problème, je dirais, aux successeurs de Gaudi, parce qu'il contenait quand même la quasi-totalité des maquettes, des plans, beaucoup de maquettes. Et puis il a beaucoup travaillé sur maquettes. Il a beaucoup fait de maquettes. C'est vrai que Gaudi est un bricoleur. On peut imaginer
voulez, Donc j'ai pas tort quand je dis je retrouve tout. Non, il a vraiment... on voit très bien le personnage qui a toujours ce qu'il lui faut sous la main pour construire quelque chose. Alors il utilise des matériaux qui sont à la base peut-être pas complètement prévus pour ça, mais il construit. Mais il a imaginé sa Sagrada Familia énormément, effectivement, à base de maquettes. Il a beaucoup passé de temps pour concevoir, effectivement, les formes de certaines parties des maquettes, comme la sacristie. Et puis tout ça a brûlé en 1936, au moment où il y a eu, effectivement, il y a eu des moments compliqués dans la vie de Barcelone, Front Populaire en particulier. Et donc, tout ça a brûlé. Et les gens derrière, qui ont repris le chantier, avaient besoin d'éléments, de comprendre quelle était l'idée de Gaudi. Et donc, ils ont reconstruit cet atelier. Enfin, ils ont reconstruit plutôt les maquettes. Nous, on est reparti des photos. Il y a eu beaucoup de photos à la mort de Gaudi sur l'atelier, faites dans l'atelier. Et on est parti de ces photos pour reconstituer cet atelier et comprendre comment il était articulé en 3 parties, avec une partie qui était liée effectivement plus au travail des maquettes, l'autre peut-être à celui des plans, et puis une 3e partie très impressionnante où étaient accrochées toutes les sculptures, c'est-à-dire les moulages que Gaudi allait placer sur la Sagrada. Et là, on rentre dans une antre de l'enfer avec des personnages accrochés un peu partout, des animaux également. On comprend que c'est un lieu de création. On comprend que c'est un lieu de création, et pour nous, c'était effectivement la manière de rentrer un peu dans la tête de Gaudi que de rentrer dans son atelier. Alors, il y en a un qui est rentré dans la tête de Gaudi, il s'appelle Jordi Faoli, c'est l'architecte en chef de la basilique, et pour lui, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est un aboutissement, l'aboutissement d'un projet pensé dès l'origine pour être poursuivi par les générations suivantes. Je vous propose d'écouter Jordi Faoli. Achever la tour de Jésus-Christ avec la croix qui la couronne est une façon de continuer le processus créatif de Gaudi et de lui rendre hommage pour le centenaire de sa mort. Le chantier a démarré en 1882. Gaudi y a consacré 43 ans de sa vie. Et quand il a eu 60 ans, il a décidé de se dédier entièrement à la construction de la façade de la Nativité et de développer le projet pour qu'il puisse être terminé par ses successeurs. Il est sans doute l'un des premiers architectes de l'histoire à avoir imaginé une église pour le futur. Voilà pour cet extrait que vous retrouverez à l'affiche spéciale consacrée à la Sagrada Familia et que vous retrouverez sur France 24, présentée par Louise Dupont. Gaudi s'est inspiré de l'architecture néo-gothique, mais qu'est-ce qu'il avait contre les contreforts ? Qu'est-ce que ça avait l'air de vraiment l'embêter ? Ah oui, ça l'embête. Le contrefort en gothique, c'est effectivement ces espèces de grands piliers allongés, un peu inclinés, qui permettent de contenir une cathédrale. Plus on est monté dans l'histoire des cathédrales, plus on est monté haut, plus on avait besoin de contenir ces murs qui, sous la pression des voûtes, avaient tendance à s'écarter. Et c'est vrai que par rapport au projet d'origine, on a le sentiment que c'est un peu des béquilles, comme dit Gaudi. On a le sentiment que ça gâche quand même un petit peu la vision du lieu. Donc pour lui, l'essentiel était de se débarrasser de ces contreforts. Voilà. Donc il est allé chercher une solution qui, là encore, est un peu liée à la nature. On peut imaginer, si vous voulez, que ces contreforts, il les a passés à l'intérieur. Avec ces montées ressemblant à des arbres et qui permettent effectivement de tenir la voûte et d'éviter que les murs soient le seul support, si vous voulez, de ce poids-là. Et pour ça, il a inventé des technologies, je ne sais pas s'il faut le raconter, qui sont très spécifiques. Ah, mais moi, j'ai découvert le principe des arcs caténaires. Les arcs caténaires, de la chaînette inversée. Voilà. On a vraiment l'impression que la Sagrada Familia, du coup, a été pensée, réfléchie, mais à l'envers, de l'intérieur. Voilà, il y a de ça. Il l'a fait, en fait, pour une église dans un des lieux où il a travaillé, qui s'appelle la colonie Güell, qui était un de ses grands amis financiers, on va dire, et qui voulait une église, alors plus modeste, à 6 ou 7 nefs, je crois, enfin 6 ou 7 tours.
Là, il a testé véritablement la manière dont on pouvait se passer de ces contreforts en prenant un système qui est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais enfin, il faut regarder le film. Hein. Il suffit d'imaginer une petite chaînette accrochée à un plafond au debout, donc elle pend, elle a une courbe qui est assez naturelle, on va dire. Et si on rajoute sur cette chaînette des petits poids, qui correspondent en fait à la pression qu'il pourrait y avoir d'une voûte, elle va reprendre une forme qui sera un petit peu différente. Cette forme, si on la retourne, elle est autoportante. C'est le grand principe, si vous voulez. C'est que lorsqu'on la remet dans le bon sens, elle va tenir toute seule. Elle n'aura pas besoin d'être supportée avec des contreforts. Des contreforts, exactement. Et donc, ça permet d'imaginer l'ensemble d'un bâtiment. Alors là, c'est ce qu'il a fait avec la Sagrada, où toutes les formes sont effectivement liées à ce principe de la chaînette inversée, enfin de l'arc caténaire. Alors c'est impressionnant, hein. Visuellement c'est impressionnant. C'est très impressionnant, effectivement. Oui. En tout cas, dans votre film, ça donne une idée du niveau de réflexion qui a été nécessaire pour bâtir tout ça. Question très personnelle à Béatrice Bizot. Je ne sais pas si on l'a rappelé, mais c'est l'artiste Joseph Zubirac qui a réalisé les sculptures de la façade de la Passion, qui raconte la mort du Christ. On lui a reproché une œuvre trop personnelle et une trahison par rapport au projet de Gaudi. Est-ce que c'est une crainte que vous avez eue pendant ce travail, pendant la construction, l'élaboration de la statue de Saint-Roch? J'ai fait le tour évidemment de la basilique, j'ai bien observé tout ce qu'il y avait déjà, et j'ai posé la question, est-ce que vous avez une demande par rapport au style? Est-ce qu'ils ont dit non, fais vraiment comme tu le sens. Évidemment, là, jusqu'au moment où ils ont choisi. Mais je veux dire, fais comme tu le sens, sens-toi totalement libre de faire ce que tu veux. Et j'ai essayé de faire quelque chose qui soit un peu harmonieux, qui puisse fonctionner avec les deux façades. Maintenant, c'est vrai que ce qui est formidable, en fait, dans le fait que cette basilique soit encore en construction et qu'elle ait mis tant de temps à se faire, c'est que justement, il y a l'expression du temps de chaque époque qui s'y inscrit. Et donc, c'est assez merveilleux. J'entendais des gens qui se lamentaient que ça ne soit pas fini, mais en fait, c'est génial qu'elle ne soit pas finie et qu'elle soit l'expression des différentes époques où elle s'est construite, où elle s'est édifiée. Donc moi, là-dessus, je regarde et je ne juge pas. Finalement, c'est formidable qu'elle en soit là, qu'elle ait pu être construite, qu'elle ait pu être édifiée. Gaudi avait une sacrée énergie pour la transmettre comme ça. Et puis Jordi Fowler, qu'on a vu tout à l'heure, il a un peu cet air d'un homme très, très ferme, très, très simple, il me fait un peu penser à Gaudi dans un sens. En avril 2019, le monde entier s'émouvait des images de l'incendie de Notre-Dame à Paris. Est-ce que vous voyez, vous, un parallèle entre la Sagrada Familia et Notre-Dame, cette espèce d'envie de voir une œuvre perdurer, enfin un monument en tout cas, perdurer à travers les siècles? Il y a déjà un rapport qui est la durée de construction. Enfin, je ne connais pas exactement celle de Notre-Dame, mais je pense qu'elle n'est pas loin, en tout cas, de celle-là, si on accepte effectivement les rajouts de Viollet-le-Duc qui sont beaucoup plus tardifs. Mais c'est à peu près, pour Gaudi, effectivement, une œuvre de cathédrale, c'est-à-dire avec un temps qui va de 1 siècle et demi à 2 siècles. Voilà. Quand on fait les cathédrales, comme disait Gaudi, mon commanditaire n'est pas pressé, il parlait de Dieu, évidemment. Donc voilà, il prend le temps pour ça. Après, il y a un autre effet qui est intéressant, je trouve, quand Notre-Dame a brûlé en partie, on s'est aperçu que le patrimoine n'était pas indestructible, qu'il existait des menaces, que quelque chose qu'on voyait tous les jours comme Notre-Dame avait aussi peut-être une fin et que cette fin, on aurait pu la vivre. Donc ça prend conscience effectivement de ce
que ça raconte évidemment en termes d'histoire, mais aussi qu'on s'habitue, on crée un environnement qui est lié justement à ces monuments-là. Et la Sagrada est en train de faire exactement la même chose dans une ville comme Barcelone. Elle crée effectivement un environnement qui fait pour les gens partie d'une histoire très forte. Et aujourd'hui, on en voit la preuve avec ce qui se passe autour de cette inauguration, mais aussi du centenaire de la mort de Gaudi, de l'avenue du Pape, etc. C'est quelque chose qui appartient maintenant à une culture. Et ça, c'est quand même très impressionnant d'imaginer qu'un monsieur comme Gaudi, dans son cerveau, a réussi à créer un événement culturel de cette importance-là. Un dernier mot, Béatrice Bison, en 30 secondes, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Est-ce que vous avez eu l'impression de participer à une œuvre immortelle? Ben oui. Oui, et ça me remplit de joie et de bonheur personnel. C'est une immense chance que j'ai eue. Merci beaucoup Béatrice Bison, sculptrice, et on le voit juste à côté de vous, à gauche sur votre écran, la statue que vous avez réalisée pour cette Sagrada Familia, la statue de Saint-Roch. On l'a pas dit, hein, on l'a pas précisé, mais Saint-Roch, c'est le saint des pèlerins, donc il faut le rappeler. Merci Marc Jampolsky. Je rappelle que vous êtes le réalisateur de ce documentaire qui est diffusé sur Arte et qui s'intitule Sagrada Familia, le rêve achevé. L'œuvre est inachevée, mais le rêve, lui, est achevé. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à Parlons-en sur France 24. On marque une petite pause. On se retrouve juste après.